Hey, bienvenue au trio économique. Et oui, un quatuor aujourd'hui. Ça veut dire c'est une journée où je n'insulte pas Vincent. Vincent n'insulte pas l'Iris non plus. On devrait être des gens Non, non, je ne vais pas respectables. arrêter. Non, on a Marcel Boyer avec nous qui publie un livre en français au début octobre. Un livre qui est déjà disponible en langue anglaise. On va parler de ça, évidemment. Vincent, un bon ami à toi, Marcel Boyer, je te laisse le présenter. Ouais, ben écoute, ça me fait un peu plaisir que Marcel soit ici aujourd'hui. Marcel, je- c'est un petit peu, je vais te dire, c'est la première fois que je suis un petit peu intimidé d'inviter quelqu'un parce qu'on a invité Pierre Desrochers qui m'a appris bien des affaires. Mais Pierre, j'ai déjà bu beaucoup avec, puis j'ai dormi chez lui. Fait que, tu sais, c'est pas la même affaire. Marcel, c'était mon prof à l'Université de Montréal. Fait que, tu sais, Hmm. il m'a vu, puis j'avais des cheveux, je pense. Mais au-delà de ça, il faut quand même souligner que Marcel, c'est pas juste que c'était parce que c'est mon prof qui t'intimidait, c'est parce que Marcel, c'est vraiment un des premiers de la génération au Québec en économie qui est allé faire son doctorat aux États-Unis, qui a fait de la recherche à haut niveau dans des grandes revues. Marcel a publié, écoute, sur tellement de sujets, la concurrence, les activités que l'État a, les frontières entre l'État et le marché. Puis ça fait partie d'une génération d'économistes que je pense qui n'ont pas eu l'audience qu'ils devraient avoir dans le grand public avec Claude Montmarquette, Léon Courville, des gens qui ont justement été de la première batch à avoir une formation rigoureuse en économie, puis après ça, de revenir au Québec. Mais Marcel, je pense qu'il faut aussi souligner, a eu une grosse influence derrière les rideaux via le Cyrano, via le fait qu'il a donné beaucoup de conseils sur des politiques publiques. Puis je pense qu'on peut dire qu'il y a plusieurs mauvaises politiques publiques qui n'ont jamais été adoptées grâce aux études de Marcel. C'est pour ça que je dois dire que Un héros. probablement, c'est probablement une des personnes au Québec qui ne reçoit pas assez d'attention. Mais puis moi, je l'ai connu aussi, pas juste comme. Puis je pense qu'il ne se souvient pas que j'étais dans son cours parce que dans le temps, j'étais trop jeune. Mais je l'ai connu quand on était à l'Institut. Puis Marshall travaillait à l'époque, puis c'est le sujet d'aujourd'hui, commençait à parler de ce qu'il appelait le manifeste pour la social-démocratie concurrentielle. Puis un peu de voir la frontière entre ben, euh, libre marché et l'action de l'État. Et à plusieurs niveaux, aujourd'hui, en fait, la raison qu'on voulait l'avoir, c'est parler de ce truc-là que ça après, j'ai envie de dire, ça fait 10 ans que tu raffines ta pensée là-dessus, Marcel, et que tu arrives avec un livre en anglais qui est, ceux qui veulent l'avoir en anglais, c'est Social Democracy, Capitalism and Competition, a Manifesto, qui est aux presses de l'Université McGill puis Queens. Et il y a la version française qui sort dans, là je dis dans 2 semaines, mais pour les auditeurs Patreon, c'est 7 dans octobre. 7 le octobre. 7 octobre, mais pour les gens qui vont l'avoir sur YouTube, il est déjà disponible. Vous devez aller l'acheter, vous êtes obligés. Euh, Euh, Peut-être juste le montrer à l'écran, Vincent, là, ben parce qu'on oui. ne le voyait pas, là. C'est un beau cover en plus. Le cover du livre est très beau. Fait que, c'est rare que je trouve que les livres sont esthétiquement plaisants à regarder. Celui-là, je trouve que je le trouve le fun. Bien sûr, il vient avec toutes mes notes, là, mais la vôtre n'aura pas de notes dedans encore. Non, c'est ça. Fait que, Marcel, écoute, je vais y aller le plus simple possible. Si tu peux donner, c'est quoi le pitch de ton livre, le elevator pitch? C'est quoi la social-démocratie concurrentielle? Écoute, en un mot, c'est une redéfinition du rôle de l'État et du rôle du secteur concurrentiel, qui comprend le secteur privé capitaliste, si on veut, le secteur des entreprises sans but lucratif, des entreprises sociales, de tout type d'organisations, dans le fond, qui sont en concurrence sur le marché, dans le fond. Et l'idée, c'est que la première réforme majeure que je propose dans le bouquin, qui est la réforme clé, c'est que le secteur euh, du gouvernemental devient le concepteur des biens et services publics et sociaux, ce que j'appelle les biens et services publics et sociaux. Là, je ne parle pas des biens privés ici, des biens comme l'éducation, la santé, la, quel que soit l'autre, l'aide alimentaire, Mhm. et qui euh,
doit faire les arbitrages entre les différents, puis j'insiste qu'on ne peut pas tout faire. Les besoins, comme on le sait bien, sont illimités, mais les ressources sont limitées. Et doit ensuite concevoir des contrats incitatifs avec le secteur concurrentiel pour la production et la distribution de ces biens et services publics et sociaux. Ce que ça implique, ça, c'est que le secteur public, ce qu'on appelle là, le secteur public, se retire de la gestion des hôpitaux, de la gestion des écoles, de la gestion des autres biens et services publics et sociaux pour devenir un gestionnaire de contrats avec le secteur concurrentiel qui a obtenu ces contrats pour la production et la distribution de ces biens et services publics et sociaux, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation et dans les autres secteurs aussi, y compris les infrastructures publiques, si on veut. Ce que Euh, j'aime beaucoup de ce que vous dites, M. Boyer, c'est dans le fond, malheureusement, dans les médias, on met beaucoup comment qu'on dirait, un face à l'autre, le privé et le public. Il va y avoir les partisans du public à tout. Il y a des partisans du privé à tout. Mais en réalité, c'est souvent une gaffe parce qu'on sait qu'en économie, un monopole public ou un monopole privé, des monopoles, c'est pas quelque chose qu'on aime. Les économistes, ce qu'ils aiment, c'est des systèmes concurrentiels. Donc, de changer un peu la terminologie puis d'amener vraiment à mettre en contraste la social-démocratie et le secteur concurrentiel, je trouve que c'est une meilleure approche parce qu'il n'y a personne qui veut vivre dans un monopole privé. Puis des fois, c'est un peu ce qu'on amène, autrement dit. Ça fait longtemps que vous mijotez, je pense, cette façon-là d'amener le débat public au Québec. Vous êtes un de ceux qui a poussé beaucoup cette terminologie-là. C'est quoi votre pensée derrière ça, derrière ce changement de terminologie? alors, même si je suis souvent identifié dans les médias sociaux, appelons-les comme ça, là, comme étant un économiste plutôt favorable au privé, favorable au Hey, capitalisme, des choses le semblables. mot méchant de droite, c'est Oui, ça le mot un méchant. économiste de droite, en réalité, ce manifeste, c'est un manifeste social-démocrate. C'est vraiment ce que je considère, moi, et je décris dans mon bouquin, dans les premiers chapitres, les grands défis auxquels les social-démocraties font face. Et un des grands défis, c'est d'augmenter la productivité dans le Mhm. secteur des biens et services publics et sociaux. Comment on va y arriver? Par la concurrence. Il faut permettre aux entreprises, aux individus qui pensent pouvoir faire mieux que l'appareil gouvernemental actuel, de pouvoir contester cet appareil gouvernemental, contester le monopole public, etc. Et donc, c'est dans le fond un manifeste en faveur de la contestation des régimes, si on veut, de production de biens et services publics et sociaux. Je pense en particulier à l'éducation et la santé, où il y a quasiment une interdiction de concurrencer le public, quoi. Et dans plusieurs cas, c'est le cas. Dans le secteur hospitalier, il est légalement impossible de pouvoir fonder un hôpital, investir et donner des services qui sont, et on pourra y revenir un peu tout à l'heure, là, mais c'est vraiment un manifeste en faveur d'un niveau de contestation plus élevé pour la survie et la sauvegarde du modèle social-démocrate. Donc, et ça, c'est par l'intermédiaire, effectivement, un recours à des contrats incitatifs dynamiques où les partenaires privés, qu'ils soient à but lucratif ou non, puis moi, je ne fais pas beaucoup de différence entre les deux. J'explique dans le bouquin d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de différence entre le secteur à but lucratif et le secteur sans but lucratif, mais où ces partenaires privés sont soumis à des contrats incitatifs. Ils doivent livrer la marchandise au risque de subir des pénalités, entre guillemets, dans le contrat qui les lie avec le secteur gouvernemental. Actuellement, une école qui ne donne pas aux élèves le niveau de service nécessaire, étant donné la nature de la clientèle scolaire dans une école donnée, ben, les gens expliquent que ben, nous, on a des élèves qui ne sont pas très bons au point de départ, puis on n'a pas les ressources. C'est fini, ça. L'entreprise s'engage à amener les enfants à un certain niveau de compétence, que ce soit en troisième année, en sixième année
au secondaire 2, 4, 5, etc. Et l'entreprise on vérifiera si ces niveaux de compétences ont été atteints. Ça va coûter plus cher par élève dans des milieux défavorisés que dans des milieux favorisés. La concurrence va déterminer les prix relatifs et c'est comme ça qu'on va obtenir une situation dans laquelle, par exemple, le secteur hospitalier ou, euh, euh, ou dans le secteur de l'éducation, où les meilleurs enseignants, les meilleures infirmières vont se retrouver dans des milieux plus exigeants et des gens qui peuvent, à la limite, accompagner les enfants, mais les enfants, ils apprennent par eux-mêmes avec la famille autour d'eux dans des milieux favorisés. Alors qu'actuellement, c'est l'inverse. Les enseignants, ils commencent dans une école défavorisée, de milieu défavorisé, puis ils aboutissent éventuellement, s'ils n'ont pas quitté en chemin, dans un milieu favorisé. Et c'est l'inverse qu'il nous faut, d'une certaine manière. Mais dans la mesure où les incitations jouent leur rôle, et c'est très, très important dans mon modèle, euh, ben, on va avoir un niveau de qualité comparable dans toutes les écoles, dans tous les hôpitaux, etc. OK? C'est essentiellement ça, c'est la social-démocratie de concurrence. Redéfinition des rôles et la gestion de contrats incitatifs avec les fournisseurs de services, de biens et services publics et sociaux qui sont soumis à un potentiel de contestation de groupes alternatifs qui pensent pouvoir faire mieux qu'eux dans Hmm. la fourniture de ces services. OK? Ouais. Ensuite, j'ai mon capitalisme de concurrence, où là, je propose aussi des réformes au modèle capitaliste actuel. Un des éléments importants, c'est la séparation entre le monde politique et le monde des entreprises. Donc, je Hmm. parle en utilisant une expression de Vivek Ramaswamy, de ce dont on a besoin, c'est d'un divorce entre le secteur public et le secteur Oh, capitaliste, si on veut. OK? ben oui. C'est un gros En, enjeu. en gros, Marcel, pas de subvention à Nordvolt. Pas de subvention, ou du moins, si jamais, et là j'ai un chapitre qui porte là-dessus, si jamais un gouvernement pense qu'il faut absolument subventionner une entreprise là, quelque part pour toutes sortes de raisons qui peuvent être bonnes ou mauvaises, en général plutôt mauvaises que bonnes, mais ben, on va les laisser euh, donner une subvention selon un contrat bien défini, à savoir comment la subvention va être versée, quel va être le remboursement, sous quelle forme le remboursement va être fait. Alors, le contrat, moi, ce que je dis, c'est quand un gouvernement décide d'offrir ça à une entreprise, il devrait, dans le modèle de capitalisme de concurrence, soumettre ce contrat aux enchères et obtenir d'un consortium financier national ou international de prendre à sa charge le contrat en question en échange d'une prime que le gouvernement devra payer au consortium en question. Et le gouvernement va mettre, si par exemple la subvention c'est 2 milliards à une entreprise donnée, puis que le consortium dit, nous allons le faire, nous allons prendre à notre charge le contrat selon les termes stipulés par le gouvernement, mais ça va coûter 110 millions au gouvernement. Mais le gouvernement inscrira 110 millions à ses dépenses et donner le contrat au secteur, au consortium financier qui va s'occuper de le développer avec l'entreprise qui aurait été choisie par le gouvernement. Ça, et ça permet d'abord au gouvernement d'être, dans certains cas, pour donner 500 millions à une entreprise, ça va coûter 200 millions de primes, ben, ce n'est pas un très bon contrat, quoi. Ça veut dire que le consortium s'attend à ce qu'il ne reverra pas la couleur du 500 millions. Si pour un contrat de 500 millions de subvention, ça coûte 25 millions de primes, mais ça veut dire que c'est peut-être une subvention qui peut avoir certaines qualités, mais de toute façon, ici, le gouvernement a passé le contrat au secteur privé, si on veut. OK? Je voudrais ajouter ici sur l'aspect social-démocrate versus capitaliste, méchant capitaliste, entre guillemets. J'ai donné une conférence là-dessus, sur ce modèle, à l'Université de Lyon. Et il y a une personne dans la salle qui m'a demandé si elle pouvait, un prof en fait de l'université, qui m'a dit, est-ce que je pourrais envoyer votre manifeste à mes amis du Parti socialiste français parce que je pense que c'est ça qui devrait être leur programme politique et économique. J'ai dit oui, mais je n'ai jamais eu de retour d'appel. Oui, Mais surprenamment. ça montre que lui pensait,
Et lui, il était membre du Parti socialiste. Il pensait que ça, c'est le programme que devrait épouser le Parti Ouais. socialiste de France. Bon. Ben, oui, Non. parce que Vas-y, Frank. c'est parce que tantôt, il y a une question qui me venait, puis ce que vous venez de dire, ça revient un peu à ça. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on assumait que quelqu'un qui a des préoccupations social-démocrates, là, c'est-à-dire fondamentalement quoi? Faire en sorte que des gens ne se retrouvent pas complètement lésés parce que, bon, ils n'ont pas les moyens. Je ne sais pas, moi, vous tombez malade, vous devriez aller à l'hôpital. Finalement, on ne veut pas que personne, ça lui coûte 500 000 $ pour se faire soigner ou 200 000 $ pour se faire soigner. Puis après, ben, finalement, il est en vie, mais il a une vie une vie de misère parce que toute sa vie, il doit récupérer ça. Donc, ce qu'on dit, c'est ben, l'État, à quelque part, s'il y a un rôle, ça devrait s'assurer que dans ces cas-là, ben, on puisse venir en aide à ces individus-là. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on assumait que l'État, qui est comme un assureur public, finalement, devait aussi dispenser le service ou le soin dans le cas présent. Parce que moi, ici, là, à ma maison, bon, j'ai une compagnie d'assurance qui est X, Y, Z. Là. Ben, si je passe au feu, c'est pas Desjardins, Beneva ou Industriel Alliance qui vient décontaminer mon toit, réparer les trucs et reconstruire ma maison. Si on a une voiture, c'est pas la compagnie d'assurance de la voiture qui vient débosser votre voiture, refaire le pare-brise si vous avez un accident. Ben non, ils vont soumettre ça ou même ils vont vous demander vous-même d'aller voir un carrossier, un entrepreneur général en construction, puis ils vont se dire, ben, la personne va probablement choisir le meilleur au meilleur prix, puis nous, après, ben, on rembourse. Donc, je ne comprends pas pourquoi on assume, puis il y a comme un travail de Que l'État pédagogie, on doit tout dirait. faire. Ben, il y a comme un état, il y a comme un problème de pédagogie à essayer de faire comprendre aux gens que ce n'est pas soit tout est public, soit tout est privé. Et il pourrait très bien avoir des hôpitaux, par exemple, qui sont 100% privés, mais que l'État est un assureur. Il me semble que c'est Alors, simple à comprendre, mais ça semble extrêmement difficile à absolument. expliquer. Là. Absolument. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il faut regarder ailleurs. Puis là, on découvre Hum, qu'en fait, il existe un monde alternatif qui, euh, qui est très différent de celui là, qui est défendu bec et ongle ici par des groupes extrêmement puissants dans le secteur public et qui ont des intérêts majeurs à garder la fourniture des biens et services publics et sociaux au sein d'un secteur monopolisé, public, ultra syndicalisé, etc. Par exemple, et je donne dans les grands défis des social-démocraties actuelles, c'est la capture du modèle social-démocrate par des groupes d'intérêt qui n'ont rien à voir avec la social-démocratie, mais qui profitent énormément de ça. Et il hum. faut faire la distinction entre ces groupes d'intérêt et le modèle lui-même. Et moi, je dis, il faut qu'il y ait une séparation, bien identifier les rôles de chacun, puis quand on regarde la santé, c'est bien parce que ça me permet de dire quelques mots sur la santé. Je mentionne dans mon bouquin, je donne des données sur la santé. Euh, Par exemple, en France, qui n'est pas le Texas, là, la France, qui est une social-démocratie, euh, ben, 33% des hôpitaux sont des hôpitaux privés à but lucratif. Donc, la compagnie a construit l'hôpital, puis elle opère l'hôpital, en guillemets, à profit. OK? Puis je vais peut-être revenir là, sur la notion de profit. Là. 33% des hôpitaux sont à but lucratif. Tous ces hôpitaux sont intégrés au régime public d'assurance maladie. Quand Mhm. un Français décide d'aller se faire soigner pour une opération cardiaque, un accouchement ou quelque chose de genre, dans un hôpital privé à but lucratif, la régie d'assurance maladie paye l'hôpital au même titre que s'il était allé de l'autre côté de la rue dans l'hôpital public. OK? Ça crée une forme de concurrence. 33%, 67% sont des hôpitaux publics. Ou bien, pas complètement, il y a des hôpitaux privés à but non lucratif, qui est un autre groupe là, aux États-Unis, c'est 26% des hôpitaux américains sont des hôpitaux privés à but lucratif. Parce que la grande majorité des hôpitaux américains, 60% à peu près, sont des hôpitaux sans but lucratif. Des fondations, des hôpitaux municipaux, des hôpitaux d'État, mais qui sont sans but lucratif.
Au Canada, c'est moins de 1%. 33% en France, 1% au Canada. En termes de nombre de lits, 25% des lits d'hôpitaux en France relèvent d'une compagnie à but lucratif. Aux États-Unis, c'est 17%. Puis au Canada, c'est 0,5%. Hmm. Le Canada, avec la Grande-Bretagne, sont les deux pays les plus opposés à la présence du privé dans la santé. Ce n'est pas le cas en France, pas le cas en Belgique, ce n'est pas le cas en Danemark, ce n'est pas le cas en Suède, où il y a beaucoup d'hôpitaux privés à but lucratif complètement intégrés au régime public, justement, parce que il y a une forme de concurrence et les citoyens sont ceux qui décident finalement s'ils doivent être soignés à un endroit ou non. Ce qui est marquant dans vos chiffres, M. Boyer, c'est où il y a une forme de concurrence et ça ne devient pas 100% privé à but lucratif. Exact. Dans cette À un moment donné, concurrence-là, il y a vraiment diverses entités qui peuvent évoluer. C'est quand même souhaitable. Puis c'est même surprenant, je pense, que les Français aient plus de compagnies privées à but lucratif que les Américains. C'est quelque oui, chose qui doit marquer l'imaginaire un peu des Québécois, je pense. oui, puis curieusement, personne ne parle de ça ici. C'est comme si, quand on parle d'ouverture, le gouvernement québécois a parlé d'avoir des mini-hôpitaux privés, on ne les a jamais vus. On ne les Il y a verra pas. tellement d'opposition. Oui, mais pourquoi en France, il y en a un tiers des hôpitaux sont privés à but lucratif? Je suis d'accord avec toi, Marcel. Le point, c'est mon sarcasme habituel, là. Oui, Écoute, Marcel, moi, oui, je veux te poser. En fait, la première chose que je veux dire, c'est que ça me fait. Ça fait des années que je dis ça au Québec. C'est pas parce que tu veux du financement public de certaines activités que la provision doit être Ben oui. absolument publique. Puis chaque fois que je dis ça, je me fais regarder croche, puis les gens, je le vois, puis j'essaie de trouver, tu sais, la phrase la plus simple possible pour expliquer. Puis c'est la plus simple que je peux dire. Financement public ne veut pas dire provision publique. Puis même là, je vois une incapacité des gens de comprendre ça. J'étais en débat à Radcan avec oui, oui, un incompétent de l'IRIS, oui. parce que c'est comme ça que je l'ai décrit. Euh, et je voyais qu'il n'y avait aucune compréhension de l'idée que tu peux moduler un peu la participation du privé. Fait que je suis content que tu le formules dans un livre, mais je veux te poser une question. Est-ce que ton livre, il y a un cousin qui, que je pense que j'aimerais voir où est-ce que tu te situes relativement à ce cousin-là? Milton Friedman, dans Capitalism and Freedom, les gens pensent que Friedman, c'était comme Monsieur Anarchie, mais en réalité, Friedman défendait l'idée que l'État ne devrait pas intervenir dans tout le mécanisme du marché. Une fois que le marché a fait son jeu, là, tu fais un petit peu de taxation, puis tu fais un peu de redistribution. Donc, pas d'intervention, juste un peu de redistribution. Puis pour lui, la redistribution, c'était, lui, il appelait ça l'impôt négatif, mais c'est un revenu minimum garanti, puis un bon d'éducation, puis that's it. Toi, relativement à ça, comment tu t'interprètes si tu vois une différence, quelle est-elle entre toi puis cette espèce d'œuvre phare-là, qui est quand même assez importante parce que les trois ici, on est des libéraux classiques, là. Absolument. L'étiquette libérale, c'est pas l'étiquette du Parti libéral, donc vraiment libéral. Euh, Ouais. Capitalism and Attends. Freedom, c'est quand même une œuvre majeure. Comment Oui, tu te situes oui. relativement à elle? Alors, il y a deux commentaires sur Friedman, là, celui-là que tu soulèves, que je voudrais. Alors, moi, je suis pour un rôle de l'État beaucoup plus développé que ce que Friedman a en tête. OK? Moi, je crois au gouvernement, à l'État, comme responsable de s'assurer de l'égalité des chances entre tous les enfants qui vont à l'école. OK? Euh, que tout le monde devrait pouvoir être soigné si pour une raison quelconque on est né avec un problème, que ce soit osseux ou glandulaire ou en tout cas bon, qu'il puisse y avoir une assurance sociale qui doit être nécessairement une assurance groupe. Donc, l'impossibilité pour les compagnies, entre guillemets, de choisir leurs patients, okay, leurs assurés. Tu assures un groupe, c'est un des fondements de l'Obamacare aux États-Unis. Euh, donc, moi, je crois au rôle de l'État là-dessus, mais pas que l'État est le fournisseur du service. L'État, il est là pour le concevoir. Quel niveau de service on veut donner aux gens? Qu'est-ce qui va être dans le panier de biens et services publics et sociaux? Et comme je l'ai dit, on ne peut pas tout faire. Donc, il va falloir faire des choix. Il revient à l'État de faire ces choix-là, puis le processus politique permet d'arbitrer entre différents paniers.
Ensuite, c'est au secteur concurrentiel de fournir les biens et services, en partie sous contrat incitatif avec le gouvernement. Mais encore là, le gouvernement, au lieu de gérer des hôpitaux, il gère des contrats incitatifs. OK? Et ça change le type de compétences dont on a besoin au niveau gouvernemental. C'est un rôle extrêmement important de l'État dans l'organisation sociale. Friedman voudrait s'en remettre au marché. Je pense que je ne suis pas sûr que le marché fonctionne aussi bien qu'on le souhaiterait pour assurer l'égalité des chances, par exemple. Okay? Et moi, j'y crois à ça. Et je trouve que le modèle social-démocrate tel qu'appliqué aujourd'hui au Québec, puis au Canada, là, parce que les données tout à l'heure que j'ai données, c'était pour l'ensemble canadien, mais évidemment, au Québec, il n'y a pas d'hôpitaux privés non plus. Euh, Ce modèle social-démocrate ne remplit pas les objectifs pour lesquels il avait été mis sur pied. Pourquoi? À cause du fait que puis je vais l'appeler avec un terme économique, la productivité dans le secteur public, elle est trop déficiente. OK? Et donc, il faut s'en remettre à la concurrence pour soulever les bonnes idées dans la formation des élèves et dans le traitement des patients. Mais ça ne veut pas dire que tout est possible. C'est pas possible de tout soigner, à la limite de soigner tout le monde. Bon, dans mon bouquin, je compare la population qui sont à l'affût de services médicaux, un peu comme les chèvres dans les pâturages au 18e siècle. Il y a une tragédie des communs, et la tragédie des communs moderne, c'est le secteur hospitalier. On a beaucoup plus de capacité de soigner, beaucoup plus de maladies. Puis à un moment donné, 90% du budget de l'État, ça va être dans la santé si on ne met pas des contraintes. Bon, le Mais vous ouvrez commentaire la de porte, Freeman, vous ouvrez la porte à une chose qui est vraiment importante dans ce que vous dites. C'est les services, dans le fond, qui sont fournis par un employé du secteur public. Dans la mythologie québécoise, on pense que c'est systématiquement moins dispendieux que le secteur privé parce qu'il n'y a pas la notion de profit. C'est tellement fort dans la mythologie que la CSN, présentement, par exemple, a une campagne publicitaire qui dit pas de profit dans la maladie. On voit les pancartes un peu partout sur le bord des autoroutes. Mais qu'est-ce qui fait que, je connais la réponse évidemment, mais peut-être que pour le public, c'est important de le savoir. Qu'est-ce qui fait que les services rendus par le secteur concurrentiel peuvent être faits à moindre coût, malgré le fait qu'ils vont faire un profit, qu'un alors, employé du secteur public qui n'est pas soumis au système de concurrence? ouais, alors j'ai plusieurs pages dans le bouquin sur la notion de profit. OK? Puis je compare des entreprises capitalistes, capital public ou privé, mais capitalistes, des entreprises de travailleurs, des entreprises donc syndicales essentiellement, des entreprises d'économie sociale, des OSBL, des organismes sans but lucratif, bon, etc. Je les compare toutes. Et là, je dis, quel est le facteur déterminant qui définit la, euh, la nature même de ces entreprises-là? C'est de savoir, c'est pas le profit, c'est de savoir qui est payé en dernier. Qui sont les fournisseurs de services dont l'entreprise a besoin? Qui sont les fournisseurs prioritaires qui sont payés en premier? Puis celui qui est payé en dernier, c'est celui qui, ben, si les revenus ne sont pas assez élevés pour couvrir tous les coûts, ben, c'est celui-là qui écope. OK? Dans l'entreprise capitaliste, c'est le détenteur du capital. On parle ici du capital action, donc du capital propre, parce que les prêteurs sont rémunérés avec une priorité plus grande. Comme les travailleurs, comme les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de... Bon. Eux, ça, c'est des facteurs prioritaires qui sont payés en premier. Dans une entreprise de travailleurs, appelons-le comme ça, syndicale, ça devrait être le travail qui est payé en dernier. L'entreprise a besoin de financement. Elle emprunte. Elle est financée à 100% par emprunt. Elle doit payer les intérêts puis rembourser les emprunts à la banque. Elle doit payer les fournisseurs de biens et services dont elle a besoin. Le facteur qui est résiduel, c'est le travail. Et évidemment, le travail peut être payé à 50% en priorité, puis l'autre 50%, ça dépend des résultats de l'entreprise. Dans le cas des coopératives, c'est la même chose. Ce sont les coopérants qui sont payés en dernier. L'entreprise doit payer tous les fournisseurs. Et dans le capitalisme, la concurrence fait en sorte, ça c'est une chose aussi qu'on ne comprend pas, qu'au Canada, comme aux États-Unis, la moitié des entreprises ne font pas de profit, font des profits négatifs.
à chaque année. Ce n'est pas toujours les mêmes entreprises, mais ça fluctue autour de zéro. C'est la concurrence qui force ça. Maintenant, là, j'ai une page sur la différence entre le profit comptable et le profit économique. Le profit comptable dont on parle tout le temps, qui n'a pas beaucoup de signification économique, c'est la différence entre les revenus et tous les coûts, sauf le capital propre ou le capital action, le coût du capital action. Donc, on prend, c'est ça qu'on appelle le profit. Le profit sert à rémunérer le capital action. Mais dans une entreprise de travailleurs, ce qui serait le profit, qui est la différence entre les revenus et tous le paiement des facteurs prioritaires, c'est la partie qui revient au travail. Et ça, c'est le profit, c'est ça, profit comptable. Mais le profit économique, c'est la différence entre les revenus et la totalité des coûts, y compris le coût du capital action. Et quand on dit que dans l'économie canadienne, la moitié des entreprises font des profits nuls, c'est-à-dire inférieurs à zéro, puis la moitié peuvent gagner, l'an prochain, ils vont faire des profits négatifs, c'est lorsqu'on prend une rémunération concurrentielle du capital action. C'est un peu plus difficile à mesurer, mais et ce qui fait la différence entre les différentes entreprises, c'est qui est payé en dernier. Et dans une entreprise comme une entreprise coopérative comme Desjardins, ceux qui sont payés en dernier, ce sont les coopérateurs. Qui parfois, Quand ils font couper leur ristourne, par exemple. Là. Oui, parfois il y a des ristournes, parfois il n'y en a pas. OK? Et bon, mais Desjardins est obligé de s'assurer que ses revenus couvrent l'ensemble des coûts en moyenne. Mais elle est toujours à peu près à zéro une fois que Desjardins a d'autres Quand problèmes. tu tiens compte du capital, la valeur du capital action. Oui, absolument. Et Moi, donc, ça, je veux c'est juste très important. Je ne comprends pas que même les journalistes économiques n'arrivent pas à raisonner dans ce sens-là. Tous écoute, les jours, on voit des articles dans les journaux qui confondent complètement la notion de profit comptable et profit économique. Écoute, Marcel, écoute, on a eu des articles dans la presse qui disaient que le PIB était négatif. Il Ouais. ne faut pas s'attendre à trop. Là. Si on pouvait leur expliquer la première étape, je serais bien content. Mais écoute, je vais juste faire une clarification quand tu dis profit économique pour les auditeurs. Là. Profit économique, quand Marcel dit le rendement sur l'action, c'est la manière que nous, on peut essayer de l'estimer. Mais l'idée, c'est que la personne pourrait faire autre chose que ce qu'elle fait présentement. Si tu travailles comme professeur d'économie, puis puis tu fais, disons, un profit de 100 000 mais que tu pourrais travailler dans un secteur industriel comme économiste consultant, tu ferais 700 000, ben en fait, tu prends une perte économique parce que tu pourrais être encore mieux payé. L'idée, c'est que tu veux tenir compte de qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre. Puis effectivement, Marcel, ça, essayer de l'expliquer au monde, là, je trouve ça pénible. Je veux dire, c'est ce qu'on enseigne, principe d'économie 101. Puis je ne te cacherai pas que la première fois, là, je comprenais c'était quoi, mais l'importance de ce point-là, à quel point c'est perméable à travers tous les domaines, je n'avais jamais compris avant d'avancer plus loin, puis à quel point l'incompréhension de cette distinction-là est vraiment Le dérangeante. coût d'opportunité, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est ça. Le coût de renonciation. Ouais. Écoute, je vais faire un autre petit commentaire, puis après ça, je veux te poser une question parce que le commentaire va lier sur cette question-là. Dans le secteur public, quand les gens disent qu'il n'y en a pas de profit, je n'ai jamais accepté cette hypothèse-là. C'est l'être humain, il n'y a pas. Tu n'es pas un ange parce que tu deviens un fonctionnaire, parce que tu deviens un bureaucrate. Ce que tu maximises est juste différent. Le bureaucrate, lui, peut avoir plus de prestige. Un plus gros prestige vient avec un plus gros ministère, une plus grosse agence, un plus gros bureau. Donc, eux, oui, ils ne font pas de profit au terme qu'on entend de manière comptable, mais leur profit, c'est dans le sens qu'ils vont augmenter les coûts d'opération parce qu'eux le capturent indirectement comme ça. Donc, si moi, j'ai un plus beau bureau, ou j'ai une meilleure secrétaire, ou j'ai un ordinateur super fancy, ou j'ai de l'équipement super fancy, ben j'ai l'air, je capture un profit, je capture une utilité comme fonctionnaire qui n'est pas facile à mesurer en soi, mais qui est quand même présente. Fait que là, ça, là, c'est la chose que je pense qu'il faut le réitérer. C'est pas la première fois qu'on le dit ici, mais je vais le dire une autre fois. Mais de ça, Marcel, je pense que tu sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ma prochaine question. Les politiciens nous disent ça souvent. On avait un exemple il y a un an, puis dans ton livre, tu en as parlé, puis c'est pas directement la chose. Je veux que les auditeurs pensent avec un petit peu. Là, ça a l'air d'être une brève écartade de ce qu'on va faire, mais en réalité, on va pouvoir faire un loop après.
Bruno Marchand nous avait dit il y J'étais a sûr que un t'allais an. là. Tu le savais, hein? Oui, Tu le je le savais, savais. hein? Je suis absolument Ouais. prévisible. Ma femme, c'est pour ça qu'elle m'a marié, je suis prévisible. Non, mais je pensais au même exemple. Je t'écoutais parler, puis je me disais, c'est tellement ça, l'histoire du bureau de projet. Puis ouais. Ah, tu me vois venir, hein? Mais Bruno Marchand nous avait dit que lui allait faire le programme de tramway à Québec parce que lui, ben, l'État pouvait emprunter pour moins cher. Puis comme il n'y avait pas à faire de profit, les coûts seraient plus bas que s'il demandait au privé, ce qui nous laisse à penser pourquoi il n'avait pas fait ça pour commencer. Mais dans ton livre, tu dévoues un chapitre complet à l'idée qui sous-tend cette croyance-là que, dans le public, le public emprunte pour moins cher que le privé, donc il économise. Et en plus, comme il ne fait pas de profit, ben, ses coûts doivent être plus bas. Ton chapitre et ton article qui est basé sur ce chapitre-là m'ont donné la meilleure explication, la meilleure simplification possible de ça. Mais peux-tu, écoute, je te donne une chance, je te donne un bat de baseball, peux-tu me fesser sur ce mythe-là, là, puis défonce-le parce que Alors, c'est voici, vraiment important. quand le gouvernement emprunte, OK, qu'est-ce qu'il fait? Il offre à des prêteurs un contrat. Les prêteurs vont verser de l'argent au gouvernement, puis le gouvernement va leur payer des taux d'intérêt, puis éventuellement rembourser la dette. OK? Le gouvernement offre un contrat sans risque aux prêteurs. Et en ce sens, le prêteur va exiger un taux d'intérêt relativement faible, qui va être le taux d'intérêt sans risque dans l'économie. Bon, en gros, ça marche en général lorsque le gouvernement est fiable et en bonne santé financière. Maintenant, où est-ce qu'il est le risque? Qui supporte le risque? Ce n'est pas le prêteur. Ce sont les citoyens contribuables qui ne font pas partie de l'équation ni du contrat. Si jamais le gouvernement fait de mauvais investissements avec les emprunts qu'il réalise au taux sans risque, c'est la baisse de la qualité des services, de la quantité et de la qualité des services et l'augmentation d'impôts que le gouvernement peut imposer à ses citoyens contribuables. Puis c'est eux qui supportent le risque des mauvaises décisions du gouvernement. Et ce n'est pas le prêteur. Le prêteur ne supporte aucun risque, lui. C'est pour ça qu'il prête à un taux d'intérêt faible. Et quand Bruno Marchand dit la ville peut emprunter à un taux relativement faible, c'est parce que les prêteurs à la ville obtiennent un contrat avec garantie de remboursement et de paiement des intérêts. Qui supporte le risque du tramway? C'est les résidents, les citoyens et contribuables de la Ville de Québec, qui, eux, ne font pas partie. Supposons que le tramway s'avère être une catastrophe. Les prêteurs, ils vont être remboursés tel qu'il avait été prévu par contrat. La Ville va devoir réduire la qualité de ses services aux citoyens et augmenter les impôts. OK? Donc, ce sont les citoyens et les contribuables. Là, je mets les deux, parce que citoyens, c'est ceux qui consomment les services, et les contribuables, c'est ceux qui vont payer les impôts à la Ville. Eux supportent le risque. Or, eux, on n'en parle pas dans les contrats. Quand les gens disent le gouvernement peut se financer à 3 alors que le privé, c'est à 7 ou 8 ben, c'est parce que le risque, il est supporté par les citoyens contribuables, puis ils ne font pas partie de l'équation. Et ça, c'est une erreur qu'on retrouve. J'ai donné une conférence à l'Association canadienne d'économique à Toronto cette année. On le retrouve dans les fonds de génération. Le fonds des générations est basé sur une erreur financière majeure dans exactement, on compare le taux de rendement que la Caisse de dépôt peut générer en prenant des risques au coût de la dette du gouvernement du Québec, qui est une dette sans risque, appelons-la comme ça, là, essentiellement sans risque. Puis les prêteurs, évidemment, ils ne supportent aucun risque. Qui est derrière ça? C'est les citoyens contribuables. Le REM est aussi la formule de financement du REM, qui peut être un projet fantastique. Moi, je pense que c'est un projet magnifique. La formule de financement, elle est fausse. C'est, bon, je n'ai pas le temps d'en parler trop. Infrastructure Ontario, son évaluation des coûts risqués des projets d'infrastructure, elle est faite sur la base d'une erreur majeure. Elle est fausse. BC Hydro Site C Hydroelectric Project, qui est un 12 milliards d'investissement. C'est à pleine page l'erreur. J'ai témoigné devant la BC Securities Commission, pas Securities, Public Commission, whatever. L'équivalent de l'autorité des marchés financiers. Ouais. Ouais. Et
pour dire que l'évaluation, elle est mal faite. Peut-être que le barrage, c'est une bonne idée, mais l'évaluation financière de ce barrage, elle est Et mal faite. Et tu- donc, tu- etc., pour etc. donner une image là, aux gens, parce que moi, là, je m'en sers de ça maintenant, puis beaucoup, c'est le stade olympique. Le stade olympique a été financé au Québec par déficit à toute fin pratique. Donc, l'État a emprunté, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à des créditeurs, ben, je vais te repayer la valeur de whatever le taux d'intérêt sur les bons du Trésor, le dividende sur les Oui, bons du oui. Trésor était. Ben, le stade olympique a coûté 700 plus que ce qui était initialement budgété. Ce 700 en plus, c'est ça la prime de risque que les contribuables ne sont pas compensés pour lorsqu'ils reçoivent leur Hmm. T4, puis que sur le T4, il est écrit voici ce que l'État t'a pris. Ben, ça ne dit pas, ben, 12 de ça, c'était le fait que on a investi dans un projet qu'on ne devrait pas, que toute la littérature dit que les Jeux olympiques, c'est toujours un drain fiscal, puis ça n'a jamais les effets économiques positifs. C'était pas grave, Vincent, c'était juste les fumeurs qui payaient le stand. Ouais. Ouais, ouais, Écoute, c'est ça. Mais, étant que je suis un ancien fumeur, je suis pas sympathique à cet argument-là. Non, non, Ça c'est mais ça. réduit mon flot de revenus Mais sur ma vie. nonobstant Vincent, ça, en plus, Vincent, de ce que tu dis, là, tu sais, l'histoire, je reviens au truc de Bruno Marchand avec le tramway, tout ça. Là, il disait, ça revient moins cher si la ville est maître d'œuvre parce que nous, on ne cherche pas à faire de profit avec ça. Là, on a bien expliqué avec l'histoire de qui assume le risque finalement par la dette qui est contractée. Mais il y a aussi un autre élément là-dedans qui est le consortium là, qui devient maître d'œuvre du projet. Là. Lui, il engage son propre staff pour mener à bien le projet. Ces employés-là, c'est lui qui va en être responsable après, soit de les licencier ou de les affecter à autre chose ou de les avoir engagés de manière contractuelle pour une période de 3 à 5 ans, je ne sais pas, moi, le temps que le projet dure. Mais quand la ville ou l'État ou n'importe quel pays, le gouvernement, lui, se dit maître d'œuvre du projet, ben lui, il engage des employés qu'il va avoir engagés, je vais dire comme toi, à toute fin pratique, jusqu'à la fin des temps. Là. Parce que les gens qui ont été engagés à la Ville de Québec pour travailler sur le bureau de projet, là, projet ou pas, eux sont là. Là et je vous garantis qu'ils ne disparaîtront pas. Là. Donc, ça aussi, c'est un coût qu'il n'y a pas de profit. Ouais, plus ou moins, il y a un profit pour les gens qui sont. Il y a un profit non monétaire qui est difficile à quantifier. Ben, c'est ça. ben, il y a un profit, mais le profit, il est dans les poches des citoyens contribuables. Puis eux, s'il y a un déficit dans le projet, c'est eux autres qui payent. OK? Puis s'il y a un surplus, ben, possiblement que la ville va pouvoir utiliser les surplus pour le bien-être de sa population. OK? En baissant les Donc, impôts ou en augmentant d'autres services. exactement, en augmentant les services, baissant les impôts, bon, etc. Mais encore faut-il. Alors, il y a une différence entre le projet lui-même puis sa formule de financement. Mais la notion de profit, puis moi, la différence entre une société à but lucratif et une société sans but lucratif, c'est pas la notion de profit, c'est de savoir qui est payé en dernier, puis qui supporte le risque d'un déficit, de fait que les revenus soient inférieurs aux coûts totaux, y compris les coûts de financement. Euh, et je décris ça dans mon bouquin, je pense, très bien. Écoute, Marcel, j'ai une dernière question pour toi. Pas Puis, déjà la dernière. ben écoute, on est déjà sur 1 heure. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une partie Patreon qui est juste pour les abonnés payants. Si tu veux rester avec nous dans cette partie-là, on est un petit peu moins domestiqué. Puis quand je dis un petit peu moins, on ne l'est pas du tout. Si tu veux rester avec nous, tu es bienvenu. Mais écoute, puis on peut continuer la discussion, mais si tu veux t'enfuir après, tu es bienvenu. Je vais faire un autre petit commentaire rapidement pour que les auditeurs, pour pomper ton livre un petit peu. Marcel, dans le livre, au début, il dit que c'est Robert Lucas, sur lequel on a dévoué un épisode lors de son décès, qui l'a encouragé à écrire le livre que tu l'écrivais déjà quand il t'a écrit ça, mais qui t'a dit que c'était important que tu le fasses. Marcel, c'est quand même quelque chose parce que Bob Lucas, c'est toute une figure difficile à plaire en économie, qui était une légende. Puis si je ne me trompe pas, tu as été à Carnegie Mellon quand il était là. Fait que c'était ton prof. Oui, oui. Fait C'était que mon les auditeurs. directeur de thèse. C'était mon directeur de thèse à OK. Carnegie Mellon. OK. Fait que les auditeurs, là, Marcel, c'est pas un cave. OK? C'est ça Oui. que je suis en train de dire. OK? Robert Lucas, il avait la réputation
Il y a des gens qui ne l'aimaient pas beaucoup, lui. Mais il avait la réputation d'être très difficile et très critique des travaux et je l'ai vu dans des congrès, là, lorsqu'il était président de l'Econometric Society, il m'avait demandé de diriger le comité scientifique du congrès de Montréal en 98. Euh, J'avais rencontré des gens en Europe et en Asie. Ces gens-là avaient une antipathie face à Lucas. Pourquoi? Parce que Lucas ne courbait pas la tête devant leurs affirmations, mais les critiquait avec un esprit trop agressif d'après eux, quoi. Donc, Lucas, il ne donne pas la bénédiction sans Facilement. confession. Oui, c'est ça. Écoute, là, tu me donnes envie de te poser une question. C'est-tu vrai qu'il refusait d'aller à des conférences à plus de 1 heure et demie de vol après l'interdiction de fumer sur les vols? Parce que Ah, je c'est-tu ne sais vrai, pas. cette légende-là? Je ne sais pas. Ah, je me demandais, c'est vrai, parce qu'on me contait ça. Mais la légende aussi, c'est que c'est un homme que c'est un miracle qui a vécu aussi longtemps, étant donné qu'il fumait à peu près un pack par heure. Oui. C'est ça la légende qu'il y a ça. Mais écoute, je vais poser une autre question plus sérieuse que celle-là. Euh, Mettons que je te propose qu'on prend une idée du livre, puis on dit, OK, on l'essaye. Puis c'est pas toutes les idées, mais j'en prends une. Celle, disons qu'on prend toutes les subventions corporatives au Québec. On enlève le ministère du Développement économique. On enlève les subventions qui sont données via le ministère des Affaires municipales, les subventions via le ministère de l'Agriculture. Tout ça, on les enlève, puis tout le montant, on baisse de manière équivalente l'impôt sur le bénéfice des sociétés, puis après, les impôts sur la masse salariale. Ça, à quel point tu penses que c'est est-ce que ça fit avec ce que tu dis de faire quelque chose d'aussi radical que ça, radical pour le Québec, mais est-ce que ça fit avec tes affaires? Et est-ce que tu penses que c'est la mesure la plus importante dans ton livre en termes de produire un avancement de croissance économique? C'est une mesure extrêmement importante. Dans mon bouquin, il y a des gens qui m'ont dit que le chapitre sur le commerce international est le meilleur chapitre du bouquin. D'autres m'ont dit c'est celui sur les inégalités, où je montre que les inégalités de revenus et de richesse profitent aux plus démunis et où les inégalités de consommation qui sont les plus importantes sont à la baisse alors que les inégalités de revenus et de richesse sont à la hausse. Et donc, qu'est-ce qu'on tire de ça? Bon, maintenant, ce que tu dis sur les subventions puis la baisse des impôts, alors dans mon bouquin, je propose une abolition de l'impôt sur les compagnies, sur les entreprises, en disant que euh, le paiement des impôts par l'entreprise, c'est un peu une façon de voir les choses, mais qui n'est pas la seule. Par exemple, j'ai un tableau qui donne les impôts générés par l'entreprise plutôt que les impôts payés par l'entreprise. Et je parle des impôts générés, c'est quelles sont les activités de l'entreprise donnent lieu à des salaires, donc à de la main-d'œuvre puis à une rémunération. Ces gens-là payent des impôts. En réalité, c'est comme si l'entreprise disait à ses employés, je te verse un salaire net d'impôts qui va être déposé dans ton compte de banque et tu peux dépenser et je vais payer les impôts à ta place. OK? Je vais les payer directement au gouvernement. Combien est-ce que ces entreprises-là paieraient d'impôts à ce moment-là? Puis c'est les activités de l'entreprise qui génèrent les impôts en question que payent ses employés, ses actionnaires, ses prêteurs, ses détenteurs, quel que soit la. Et pour les GAFAM, j'ai 6 entreprises là, qui sont Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microsoft et Netflix. En 2022, et ça, ce sont des données de la Securities and Exchange Commission que moi j'utilise et que je manipule, si on veut, pour obtenir quel est l'impôt généré par ces entreprises-là qu'on accuse de ne pas payer leurs impôts. C'est 100 milliards de dollars canadiens par année en 2022. 100 milliards de dollars canadiens. Et les impôts sont payés dans les pays où résident les employés de ces compagnies qui sont Mhm. distribués à travers le monde. Les impôts sur les profits des entreprises, c'est complètement ridicule comment c'est minime par rapport aux réels impôts qui sont générés par les activités, là. Absolument. Et Donc, non les seulement impôts ça, mais générés par l'entreprise, puis ça permettrait d'éliminer la concurrence fiscale entre les gouvernements, qui est un- un- qui génère des pertes en termes de main-d'œuvre, des gens qui travaillent, des comptables qui travaillent pour essayer d'éviter les impôts, puis les gouvernements qui travaillent pour donner des subventions aux entreprises, pour les attirer chez eux, bon, tout ça. Il y a des pertes énormes avec ça.
Mais Moi, qu'est-ce je que dis, Pierre ça, ce n'est Fitzgibbon... pas social-démocrate. Mais La Marcel, politique social-démocrate à appliquer, c'est l'abolition des impôts sur les entreprises. Ça, c'est la social-démocratie. Qu'est-ce que Pierre Fitzgibbon il va faire si tu fais ce que tu Ben dis? oui. Ben, justement, tu sais, les gens me demandent des fois, mais toi, là, qu'est-ce que tu aurais fait? Là? Qu'est-ce que tu aurais recommandé à Pierre Fitzgibbon? Ben, moi, j'aurais recommandé qu'il se retire bien avant la date à laquelle il s'est retiré. Tu vois, Marcel, on dit, quand je dis généralement, là, je veux juste pour les auditeurs, quand je dis que entre économistes, là, c'est généralement des désaccords de degré plutôt que des désaccords de fond. Tu sais, quand moi je disais que la quantité optimale de chômage ne peut pas être zéro parce que si on met Pierre Fitzgibbon au chômage, le output va augmenter. Ben, tu vois, Marcel a dit quelque chose plus gentiment, mais il dit à peu près la même chose, Mais que c'est c'est une mieux. bonne chose. Comme beaucoup d'employés au ministère de l'Éducation, ils devraient être dans les écoles. Beaucoup d'employés au ministère de la Santé devraient être dans les hôpitaux. Hein? C'est ça, dans le fond, ce qu'on veut. Pas des Hmm. gestionnaires, des opérateurs, puis laisser aux professionnels, aux entreprises, sujets à des contrats incitatifs. Et quand je dis incitatif, là, on sait en économie, comme économiste, ce que ça représente, mais c'est vraiment que l'entreprise, elle est sujette à, à des mauvais résultats financiers pour elle si elle ne livre pas la marchandise quant à la compétence développée chez les enfants ou au service rendu à la population dans le secteur des hôpitaux, puis et dans d'autres secteurs aussi. Ça, c'est la social-démocratie, la vraie social-démocratie, qui n'est pas une social-démocratie du genre la CSN qui ne dit pas de profit dans la santé ou dans la maladie. Je ne sais pas ce que tu disais là, sur Ouais, dans la maladie. Ouais. La Dans la platitude, maladie. la à la platitude maladie. Pas de générique profit sur la qu'on a. maladie, ben, c'est juste, je ne comprends pas qu'il n'y a pas des journalistes capables de tirer à boulet rouge sur ce genre de fausseté. Euh, hein. Ah, écoute, Marcel, je partage ton opinion. Écoute, il nous reste peut-être à peu près 7 minutes. Je veux te poser la question parce que c'est quoi la réaction que tu as? Parce que ça fait quand même 10 ans que tu travailles là-dessus. Oui, Fait que c'est pas la première fois que tu as dû. Que tu en parles devant une crowd qui est assez sympathique. Mais c'est quoi la réaction? Parce que je le sais que tu te dis pas de droite. Moi, j'ai accepté l'étiquette parce que je suis tanné de m'ostiner de dire je suis libéral, puis ça veut dire X puis Y. Des fois, je fais juste comme j'ai plus envie de m'ostiner, là. oui. Mais toi, tu explicitement refuses ça. Fait que, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit, hey, ça, c'est de la grosse droite, ce que Boyer dit? Est-ce que tu as eu ça comme réaction? Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que mon manifeste est un manifeste social-démocrate, profondément social-démocrate, de ce que j'appelle parfois la véritable social-démocratie, plutôt que la social-démocratie dans laquelle on vit, qui a dévié qui a vendu son âme, si on veut, à des groupes d'intérêt qui la contrôlent. C'est du corporatisme aujourd'hui, C'est du là. corporatisme mur à mur, quoi, tu sais. Et, euh, il y a eu des propositions, là. J'ai 10 propositions du modèle social-démocrate de concurrence et 10 propositions sur le capitalisme de concurrence. Fait un peu curieux de parler de capitalisme de concurrence. Je ne suis pas gentil avec les capitalistes, appelons-le comme ça, dans mon bouquin. Je les soumets à la sanction des marchés. Et euh, je pense que c'est Warren Buffett qui disait que les marchés, c'est le destructeur des égaux. Hein. Mhm. C'est ça, dans le fond. Et, euh, euh, et donc, je les soumets aussi à des règles de concurrence qui sont exigeantes pour eux, appelons-les les capitalistes, mais c'est vrai aussi pour les gestionnaires d'organismes sans but lucratif puis d'organismes d'économie sociale. Euh, donc, euh, puis je parle, enfin bon, dans le bouquin sur les prix, la notion de bas prix par rapport au bon prix. Les bas prix, c'est un facteur Hey, tu, d'appauvrissement. tu parlais de ça, je veux juste dire, Marcel, quand il dit bas prix, bon prix, là, tu sais, Yann, la semaine passée, il se plaignait qu'on se demandait à quel point l'éducation économique progresse au Québec. Marcel, tu me parlais de ça quand j'étais ton étudiant en 2007. Puis c'est resté avec moi. Le bas prix, c'est pas nécessairement le bon prix. Puis chaque fois que je disais ça après, si les gens me regardaient comme
si j'avais des jackboots, puis des choses, puis que je me promenais, puis que j'haïssais. Mais est-ce que tu sens, c'est comme c'est deux Ah, questions liées, est-ce que tu sens que depuis que tu parles de ça, mettons, quand tu as eu ta première cohorte d'étudiants dans laquelle j'étais, puis maintenant, est-ce que tu sens qu'il y a eu du progrès dans l'acceptance de ces propos-là dans le public général ou dans un public ciblé? Puis c'est qui la prochaine personne, mettons, si on veut essayer de convaincre une personne de la direction dans laquelle aller, pas nécessairement la destination finale, parce que je pense que toi et moi, on pourrait faire de la route ensemble, mais tu sais, je suis beaucoup plus libéral que, que social-démocrate, fait que j'irais probablement plus loin que toi dans certaines choses, mais je suis prêt à faire de la route pour un bon bout avec toi, étant donné ce que tu dis, mais c'est qui la oui. prochaine personne qu'on peut convaincre qui dirait, écoute, ça ne me dérange pas d'aller dans cette direction-là? Alors, j'ai fait une présentation de mon bouquin à l'Université d'Alberta à Edmonton, OK? Euh, au département de finances de l'Université d'Alberta à Edmonton. Euh, et j'ai défendu là, le prix sur l'environnement, c'est-à-dire le prix du carbone. Puis j'ai défendu l'argumentaire qu'il fallait augmenter le prix du carbone par rapport à son niveau actuel de manière significative. On est à peu près à 50% de ce que devrait être ce prix-là, OK? Selon les meilleures estimations qu'on peut avoir là, sur. Puis ça, c'est la notion de bon prix. Euh, Là-bas, évidemment, je n'étais pas en terrain très réceptif pour cette politique, quoi. Mais j'ai dit, il faut fixer les prix au bon niveau ou s'assurer que les prix sont au bon niveau, soit par les marchés, soit dans ce cas-là, un peu par des études puis des analyses qui disent que le bon prix de la tonne de carbone, c'est 370 $ et non pas 170 actuellement. Puis ensuite, laisser les projets se développer. Okay? Laisser les entrepreneurs faire preuve de leur capacité d'innovation et d'efficacité, de gain de productivité, mais ils doivent faire face au bon prix. Et j'ai cité Milton Friedman, tout à l'heure, j'ai mentionné que j'avais une deuxième qui dit le rôle social de l'entreprise, c'est de maximiser ses profits. Sous-entendu, lorsqu'elle fait face au bon prix, si les Hmm. prix sont manipulés à la hausse ou à la baisse, puis que l'entreprise ne fait pas face au bon prix, elle va faire des mauvais choix. Et là, les gens dans l'assistance, il y avait une centaine de personnes qui venaient du monde des affaires, du monde gouvernemental et du monde universitaire. Autant ça bougeait dans la salle quand je défendais une augmentation significative de la taxe carbone que j'aime pas, parce qu'un prix, ce n'est pas une taxe. Donc, je parlais du prix sur le carbone. Quand je suis arrivé en disant, mais là, une fois que tu as mis le bon prix, ben, tu laisses les entreprises faire ce qu'elles veulent. Actuellement, la politique, c'est de dire, on garde ça à un prix faible, puis on va essayer de contrôler les projets dans lesquels les entreprises peuvent investir, bon, etc. C'est la mauvaise politique, la pire à laquelle qu'on peut imaginer. Parce qu'il faut Donc, quand même réitérer. mon prochain étudiant, c'est Poilievre qui dit axe de taxe. C'est pas ça. C'est comme s'il disait il faut couper les prix sur les travailleurs dans le domaine de l'énergie pour faire baisser les prix de l'énergie. Ben non, c'est pas de même que ça marche, l'économie. Et tu vois, ça, là, encore une fois, je veux juste souligner, quand je dis aux gens là, qu'entre économistes, il y a généralement uniquement des désaccords de degrés, pas de fond. J'ai toujours été un défenseur de la taxe sur le carbone. Marcel l'est aussi. La seule différence, par exemple, Marcel va dire que le prix est plus élevé. Je pense que le prix est un peu plus bas que ça. Mais dans le textbook, c'est pas que tu mets une taxe ou tu essayes de mettre un prix puis que tu ajoutes un paquet d'autres affaires. C'est que tu mets un prix puis tu devrais enlever d'autres taxes, tu devrais réduire d'autres choses, tu devrais enlever toutes les réglementations environnementales que tu essayes de faire. L'idée, c'est que tu prends la meilleure des politiques environnementales possibles, le prix, puis tu arrêtes de faire du command and control. Présentement, c'est pas ça qu'on a. C'est pour ça qu'il y a de l'antagonisme à l'égard de la taxe sur le carbone. Oui. Mais les gens sont confus sur qu'est-ce qui est là-dedans. C'est parce que tu as un paquet d'affaires qui ne devraient pas être là-dedans. Oh, mais Le tu le chapitre. sais, Vincent, Je que sais, mais Chris, tu je le veux sais, juste te Vincent, dire, non, mais Marcel, c'est comme la justification pour le salaire universel. Tout le monde la connaît, la version libérale de ça, là, que ça va être pour remplacer des programmes. Mais tout le monde sait que le jour où les NPD de ce monde vont mettre ça en place, ça va être ça
plus les programmes. Ça ne sera pas en remplacement. Là. Ouais. Mais je veux juste souligner, regardez, Chris, à quel point on se fait démoniser dans les médias. Mais Marcel puis moi, on est à pas mal deux extrêmes de la fenêtre. Mettons, Marcel est dans le 25% de la partie gauche. Moi, je suis dans le quartile supérieur de plus à droite. Puis Chris, si on est d'accord sur le fondement, je veux juste le souligner à quel point la discussion au Québec nécessite d'avoir un petit peu plus de gens sérieux que ce qu'on a présentement. Ça me sidère, je veux juste le dire, là. C'est fait, j'ai chialé. Écoute, en terminant, Vincent, je te demanderais Hey, peut-être de me calmer. remontrer ça et de remontrer le livre Oui, de absolument. Marcel à l'écran, peut-être redonner le titre, redonner aussi pour la version franco qui Oui. est assortie puis qui va en fait au moment où le podcast est rendu public, ça va Mais en être, fait, ça va être disponible. allez acheter la version franco si vous êtes dans les Patreon. Comme ça va monter dans les rankings pour Marcel sur Amazon, puis il va apparaître plus haut. C'est Manifeste pour une social-démocratie et un capitalisme de concurrence. Les pre-orders sur Amazon, là, apparemment, c'est ça qui compte beaucoup plus que le nombre de copies vendues une fois que le livre est sorti. Ça va aider Marcel à en vendre plus une fois qu'il est sorti si vous en précommandez. Mais si vous insistez à le lire en anglais, il est un petit peu plus cher en anglais, by the way. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, parce qu'en français, il est en paperback, puis en anglais, il est hardcover. Mais en anglais, c'est Social Democracy, Capitalism and Competition et Manifesto. Fait que 39,95 pour l'anglais, hardcover. En français, 34 pour la version, voyons, paperback. Fait que, un beau livre à acheter. On vous remercie, M. Boyer, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir extrêmement intéressant. Je pense que les auditeurs vont apprécier, puis vont apprécier très certainement le livre aussi. Puis ça permet d'aborder des thématiques que les gens connaissent, mais peut-être sous un angle qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. Hey, je viens d'acheter le mien, moi. Ouais. Exactement. Un de vendu. Fait que Marcel, t'es 3 $ plus riche. Ouais, OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la discussion, puis m'avoir permis de développer certaines idées qui sont dans le bouquin, mais il y a aussi plusieurs autres idées politiques dans le bouquin qui, voilà. Parfait, merci. Toujours avide de recevoir des commentaires positifs ou négatifs. Et merci beaucoup. Merci à vous.